San Antonio, you wanted Tejano music on FM. Now you got it. The new Tejano 107 FM. Yeah, Ladies Night. Ladies Night. Ladies Night. Club Marco's 711 San Pedro puts the electricity back into your nightlife. Stand by for 20 more songs in a row coming up on KTFM. We can dance. Hey, girlfriends, are you ready to live out your fantasy? Then tonight's the night to live it up with a private collection of male dancers. We can dance. Hot 103 KTFM playing the most music so you can listen longer. It's your Ross, man. Time to jam another continuous music hot streak on your 20 in a row station. Hot 103 KTFM. The most music. Le Texas et le Nouveau-Mexique ont été dessinés à l'échelle américaine. Ils comptent parmi les 5 plus vastes États de l'Union. En surface, le Texas pourrait contenir 1,5 fois la France. Houston, la plus grande ville texane, est à la hauteur de son rang. C'est la 4e ville des États-Unis. Houston a donc vu grand. La ville ne souffrait ni du manque d'espace comme New York, ni des contraintes du relief comme San Francisco. Pourtant, sans doute par mimétisme, Houston a soumis son urbanisme à la règle de la ligne droite et au règne absolu du verre et de l'acier. Les quelques dérogations appartiennent au passé. Les transports en commun sont très sollicités dans cette ville qui a grandi trop vite. Une ville qui n'était qu'un village de tentes il y a un siècle et demi et qu'on traverse aujourd'hui sur 30 km par une température accablante ou dans les averses torrentielles. L'humidité tropicale rend la chaleur difficile à supporter, à tel point que lorsque le président Jimmy Carter décida de réduire la climatisation dans les administrations, une exception fut faite pour Houston. Le soleil ardent n'empêche pas Houston de respirer. La vie culturelle y est palpitante et la loi fiscale y contribue. Un dispositif incite en effet les grandes entreprises américaines à faire l'acquisition d'œuvres d'art et à les présenter au public. Houston se flatte de posséder un grand nombre de créations signées par des architectes prestigieux et par des artistes cotés comme le français Jean Dubuffet. Tous donnent de l'art contemporain un reflet permanent. L'influence européenne n'y est certainement pas étrangère et notamment celle de la France, présente dès le XVIIe siècle dans la Louisiane, toute proche. Houston ne fait pas les choses à moitié. Son hôpital est le plus vaste du monde. La chirurgie cardiaque est sa spécialité et l'on y soigne tous les ans 2 millions de patients. Astrodome est le nom évocateur d'un stade sportif de 70 000 places entièrement couvert et climatisé. Ce simple nom révèle l'influence prépondérante de la conquête spatiale dans la vie quotidienne de Houston depuis une quarantaine d'années. En 1962, la NASA y établissait son quartier général et le centre de contrôle des vols spatiaux habités. On peut se demander pourquoi le cerveau de la NASA a été installé à plus de 1000 km du site de lancement de Cap Canaveral en Floride. Le président John Kennedy avait fait de la Lune son principal objectif spatial et le vice-président, Lyndon Johnson, originaire du Texas, lui apportait le soutien des électeurs du Sud. Houston fut donc un choix politique. Avec l'aide de la télévision, le nom de Houston est associé pour toujours à l'épopée spatiale et particulièrement à l'étape décisive qui aboutit sur la Lune en 1969 grâce au programme Apollo. Le centre spatial Lyndon Johnson raconte cette fantastique aventure humaine, technologique et scientifique. Car pour aller dans la Lune, il ne fallait pas seulement être un rêveur.
Une véritable ruée suivit la découverte du pétrole dans la région au début du siècle. Un gisement fabuleux qui permet au Texas d'assurer le tiers de toute l'exploitation pétrolière américaine, la deuxième au monde. La production stagne depuis la crise des années 1970, mais ses capacités de stockage et de raffinage font du Texas le leader mondial dans le domaine. En dehors des champs pétrolifères, le Texas s'est illustré aussi sur les champs de bataille avec ce fier cuirassé, vétéran des deux guerres, ou avec le fameux général Houston qui repoussa l'envahisseur mexicain et mena le Texas à l'indépendance en 1836. Au bord du golfe du Mexique, sur l'île de Galveston et dans la ville du même nom, plusieurs maisons victoriennes figurent parmi les plus élégantes de toute l'Amérique du Nord. Galveston prétendait devenir la capitale du jeune Texas, mais c'est Houston qui l'emporta pour 3 ans à peine. Le paisible port de pêche n'avait pas l'envergure d'une capitale, et à l'époque on n'y chassait pas que des crevettes. Galveston a en effet été fondé au début du 19e siècle par un corsaire français turbulent qui s'y livrait au trafic d'esclaves destinés aux plantations de coton. Aujourd'hui, il reste quelques esclaves à Galveston. Ils sont alignés sur la plage, esclaves du soleil. Les pétroliers géants qui croisent au large n'effraient pas vraiment les vacanciers et les amis de la nature n'y voient pas que des marées noires. Les plateformes de forage en mer font partie du paysage et le pétrole texan contribue à la puissance de l'Amérique. Du bikini synthétique aux routes asphaltées, des jouets en plastique à la voiture en série, les Texans doivent beaucoup au pétrole et ne l'oublient pas. Cela ne les empêche pas de consacrer des millions de dollars à la protection de la côte qui s'étire jusqu'au Mexique, un vrai paradis pour les oiseaux pêcheurs. Plus au sud, Corpus Christi a les couleurs des tropiques et un nom assez étonnant pour une ville consacrée au plaisir de la vie en plein air. Ce fleuron de la Riviera texane doit sa surprenante appellation latine, Corps du Christ, à un explorateur espagnol débarqué dans la baie au début du XVIe siècle, le jour de la fête Dieu. Aujourd'hui, Corpus Christi a tout d'un petit paradis, même les anges. Grâce à un régime de vent très constant, Corpus Christi est devenu l'un des sites les plus courus dans le monde pour la pratique de la voile. De plus, le courant naissant du Gulf Stream, qui part d'ici pour réchauffer les côtes européennes, brasse dans ses eaux des centaines d'espèces animales de haute mer. En quittant la côte vers le nord, la route passe par Austin, la capitale administrative de l'État. Malgré sa croissance, Austin est souvent citée comme l'une des villes les plus agréables du pays. Le Capitole, en granit rose, dépasse celui de Washington de 2 mètres. Les Texans ne ratent aucune occasion d'afficher leur suprématie. The Lone Star, l'étoile solitaire, symbolise un État qui prétend briller seul dans le firmament du drapeau national et au fronton des édifices. La République du Texas sera indépendante pendant 9 ans. Les grandes puissances y ouvriront une ambassade, comme celle de la France. Au milieu des années 1990, le magazine économique Fortune classait Austin parmi les 5 villes américaines de référence pour le business. Après Las Vegas, la ville connaît d'ailleurs le plus fort taux de croissance des États-Unis. À l'ouest d'Austin moutonnent les collines de Hill Country, une région qui ne correspond pas vraiment à l'idée qu'on se fait du Texas.
Au milieu du siècle dernier, beaucoup d'émigrants européens y ont posé leurs valises. Des Polonais, des Tchèques ou des Allemands. Les ancêtres du célèbre amiral Nimitz, héros de la guerre du Pacifique. Les noms, les traditions, le folklore et les habitudes alimentaires sont soigneusement entretenus. La musique country prend ici de curieux accents bavarois. Les Texans adorent les démonstrations de force. Le slogan « Everything is bigger in Texas », tout est plus grand au Texas, colle parfaitement à leur mentalité. Et toutes les occasions sont bonnes pour rappeler qu'ici, la loi du plus fort est toujours la meilleure. Même si tout cela est aujourd'hui plutôt bon enfant, il faut quand même rappeler que le président texan Johnson, homme carré et politicien rusé, a une grande responsabilité dans l'escalade de la guerre au Vietnam pendant les années 1960. En intensifiant les bombardements, il voulait renforcer la confiance de ses électeurs. Les Texans sont des durs à cuire. Le général nordiste Sherman, qui n'était pas un tendre, prétendait que s'il possédait le Texas et l'enfer, il préférerait louer à d'autres le Texas pour vivre en enfer. Au sud-ouest d'Austin, la ville de San Antonio permet de nuancer le jugement sévère du général Sherman, car c'est la ville la plus latine de tous les États-Unis. Les Texans eux-mêmes y sont très attachés. Tous prétendent ainsi avoir deux foyers, leur maison et San Antonio. San Antonio tient une place importante dans les livres d'histoire grâce au sacrifice d'une poignée d'hommes, dont le célèbre trappeur Davy Crockett, qui résistèrent pendant 2 semaines à l'armée mexicaine, encerclée dans l'ancienne mission d'un franciscain espagnol, Fort Alamo. Un nom qui aujourd'hui encore fait vibrer la corde sensible de tous les Texans. San Antonio a conservé quelques beaux vestiges de l'architecture coloniale espagnole du XVIIIe siècle. Cela ne l'a pas empêché de se permettre quelques audaces, comme cette tour des Amériques. L'apport culturel hispanique est ici considérable. San Antonio est la première grande ville américaine à avoir élu un maire d'origine mexicaine et plus de la moitié de la population parle espagnol. Le charme méditerranéen de San Antonio s'exerce beaucoup à travers les canaux du Paseo del Rio, une délicieuse promenade ombragée dont l'écrivain britannique Graham Greene raffolait et qui a valu à la cité l'appellation très peu contrôlée de Venise des États-Unis. Texican en anglais, Tex-Mex en français, l'adjectif veut tout dire et exprime bien la synthèse que réalise San Antonio entre le Texas et le Mexique. L'un repousse l'autre, mais les contacts sont inévitables. À l'extrême ouest du Texas, El Paso joue la charnière avec le Mexique et des dizaines de candidats à l'immigration y sont refoulés chaque jour. Une fois de l'autre côté de la frontière, les Mexicains ne trouvent pas toujours l'Eldorado. Après avoir payé le droit d'entrée, ils mettent leurs derniers biens en gage pour survivre. El Paso est la plus grande ville frontière américaine. Mais elle souffre, avec sa jumelle mexicaine, Juárez, de n'être qu'un endroit de passage. Ceux qui sont passés et qui se dirigent vers le sud-est vont rencontrer un Texas moins âpre, en tout cas dans sa nature, paisible et riante.
Le Texas du Sud-Est possède beaucoup de points communs avec la Louisiane, sa voisine. Une terre où les croyances s'enracinent et où le vert domine parce qu'il pleut ici davantage que partout ailleurs dans l'État. Une terre riche et lourde qui colle aux bottes et qui ralentit les mouvements. Les gens vivent ici dans une certaine torpeur et on prétend que les pionniers qui s'y sont arrêtés sur la route de l'Ouest étaient les moins courageux. En fait, plutôt que de courir à l'aventure, loin de la douceur créole, ils ont simplement respecté la limite de la forêt dont ils vivaient. Ces hommes étaient de robustes bûcherons qui ne voulaient pas s'abaisser à garder des troupeaux de vaches. Ils exploitaient en revanche des esclaves noirs restés ici après la guerre de sécession sur la face cachée de l'histoire et du Texas. L'Amérique est généreuse, mais les premiers arrivés sont les premiers servis. Il faut faire fortune vite, sinon il faut partager. Aussi, quand le pétrole a jailli dans les années 30, tout le monde s'y est mis. Les puits se sont multipliés, chacun voulait en profiter. C'était presque tous les jours Noël, et au pied des derricks s'entassaient les cadeaux. La ville de Tyler a reçu sa part. Elle est devenue la capitale américaine de la rose et produit 20% des rosiers nationaux. La compagnie pétrolière Texaco a pris l'étoile solitaire comme logo et a hissé les couleurs de l'État texan au sommet du pays. Les villes, comme Dallas, ont décollé dans le même mouvement, emportées par le cheval ailé de la compagnie Mobile, entre autres. Dallas porte plusieurs surnoms qui en disent long sur le formidable potentiel de cette ville, la deuxième du Texas. On l'appelle indifféremment Big D, comme Big Deal, le gros marché, ou la Cadillac des villes du Texas, ou encore, pour son architecture, le Manhattan du Sud. La rivalité avec Houston est évidemment très forte. Les deux cités ne s'apprécient guère et se copient pourtant l'une l'autre. Il faut dire que Dallas a parcouru du chemin depuis le petit comptoir commercial établi au milieu du siècle dernier près de la rivière. Aujourd'hui, la ville occupe le 3e rang national au nombre des sociétés qui y ont installé leur siège social. Aucune autre ville américaine ne propose autant de centres commerciaux. Sous une voûte translucide qui maintient l'air conditionné, The Galleria rassemble 200 boutiques et une patinoire incroyable quand la température atteint les 40 degrés à l'extérieur. Dans la course au profit, Dallas entretient malgré tout sa mémoire. La première petite habitation a été conservée, presque par miracle. Et la ville a transformé en musée ce bâtiment, sinistre d'où sont partis les balles qui ont tué le président Kennedy un jour de novembre 1963. Une partie des illusions américaines se sont envolées ce jour-là de Dallas, et les Texans ont souvent été désignés comme les responsables. Ils en ont tiré les leçons et avec le recul se sont ouverts à des activités plus culturelles. Les différentes expressions artistiques y ont trouvé un terrain très favorable et de nombreux musées en témoignent. Dans
Dans le même ensemble urbain que celui de Dallas, Fort Worth a connu un destin identique. La ville était une garnison militaire à l'origine, destinée à protéger les pionniers contre les attaques des Indiens Comanches. Les cowboys y ont tellement prospéré que beaucoup ont fait fortune et ont troqué leur monture contre un peu de culture. Certains y ont pris goût et sont devenus de riches mécènes que le pays entier envie. L'image du cowboy texan, lourd et inculte, en a pris un sacré coup. Fort Worth compte 3 fois moins d'habitants que Dallas, mais 4 fois plus de musées, qui présentent un panorama saisissant de l'art mondial. Mais les cowboys sont toujours là. Au 19e siècle, Fort Worth contrôlait le passage des milliers de vaches qui empruntaient la fameuse piste Chisholm. Ce long chemin poussiéreux, tracé au cœur des territoires indiens et infesté de voleurs de bétail, menait les troupeaux du Texas vers le nord jusqu'au vert pâturage du Kansas. Les abattoirs de Fort Worth tournaient à plein pour satisfaire la demande croissante de viande. Parmi les nombreux ranchs de la région, celui de South Fork est le plus fameux parce qu'il a inspiré le célèbre feuilleton télévisé Dallas. Le neveu du propriétaire se souvient. Ils ont commencé à filmer ici en 1978. Ils devaient venir pour quelques mois seulement et ils ont filmé ici jusqu'en 1989. Ils ont fait tous les extérieurs ici. Ils nous disaient que la maison était très photogénique. De 78 à 81, c'était un ranch qui fonctionnait vraiment. Mais après 81, quand j'y ai reconnu la gloire, les touristes ont commencé à venir du monde entier et c'est devenu une grande attraction touristique. La série a séduit 64 pays dans le monde et les acteurs sont devenus aussi riches que les milliardaires dont ils jouaient le rôle. Il ne faut pas perdre de vue que c'est le bétail, bien avant le pétrole, qui a fait la force du Texas. Le cheptel texan est le plus important de tous les États-Unis. Et la superficie consacrée à l'élevage ou à l'agriculture pourrait englober 13 États de petite taille, comme le New Jersey ou le Maryland. Les habitudes alimentaires s'en ressentent. Si l'Amérique se gave de hamburgers, le Texas n'y est pas étranger. Les Texans qui ont inventé le lait condensé ne conçoivent pas un repas sans viande, surtout celle du bœuf Longhorn, à longue corne. Le vrai Texan pousse l'amour de son état jusqu'à se baigner dans une piscine qui en épouse la forme. Il pousse aussi à la consommation de viande. Le slogan de ce restaurant, « Vous ne paierez pas la facture si vous mangez en moins d'1 heure ce steak de plus de 2 kilos. » L'élevage texan a formé des générations d'excellents cavaliers qui montent à cheval aussi facilement que l'on monte à bicyclette. Le rodéo leur donne l'occasion d'exprimer leur talent. Le vrai cowboy se reconnaît au chapeau dont il ne se sépare jamais, même dans les situations les plus inconfortables.
Vissé sur la tête, en plein effort, sans rien perdre de son élégance, le célèbre Stetson est précieux. Lorsqu'on le perd, ce sont parfois 1000 $ qui s'envolent. Les 3/5 du Texas appartiennent aux Grandes Plaines, ce paysage naturel américain qui couvre tout le centre du pays, du Canada au Mexique. L'agriculture y règne sans partage. Grâce à ces terres, le Texas domine la production nationale du coton, de céréales et, plus surprenant, de riz. Le pétrole n'assure pas la plus grosse part des revenus du Texas. L'élevage et l'agriculture réalisent à peu près les mêmes performances que le secteur pétrolier, loin derrière les services ou les produits manufacturés. En dehors des plaines, les paysages texans offrent souvent des facettes étonnantes. À l'ouest, dans la région d'Amarillo, le Palo Duro Canyon plonge au plus profond des temps géologiques. Son visage à la peau rouge et burinée était au siècle dernier animé par les seules razzias des Comanches. L'érosion permanente, le passage de vastes troupeaux et la présence humaine ont modelé un territoire pourtant immense. L'automobile y a joué un grand rôle en pompant son énergie dans le sol et en le parcourant dans tous les sens. Ces 10 Cadillacs semblent rendre à la Terre ce qu'elles lui ont pris. Elles ont été plantées là par un magnat de l'hélium, ce gaz ultra léger, dont la région d'Amarillo assure 90% de la production mondiale. Au Texas, le passé rattrape vite le futur et les deux cohabitent dans un même paysage dans lequel tentent de se fondre les maisons de demain. À l'angle le plus occidental du Texas, à la frontière avec le Nouveau-Mexique, les montagnes Guadalupe portent le sommet de l'État à 2600 mètres d'altitude. Dans ces moyennes montagnes, une flore spécifique prospère au milieu de conditions climatiques semi-désertiques. Les plantes succulentes y abondent. Leurs tissus charnus, riches en eau, résistent à la chaleur et au dessèchement. Les Indiens Mescaleros, de la famille des Apaches, doivent leur nom à un végétal local dont ils extrayaient un alcool appelé mescal ou encore tequila. Les Mescaleros suscitèrent la convoitise des Blancs quand leur chef, Geronimo, déclara que ces montagnes cachaient une fabuleuse mine d'or. L'aigle chauve, l'oiseau fétiche des États-Unis qui accueille les visiteurs de Van Horn, en dit long sur les mentalités du Texas profond. Dans cette région frontalière, les établissements tenus par les Américains de souche affirment leur appartenance sans la moindre équivoque. Les valeurs nationales s'affichent aux devantures et les sectes religieuses y vendent leurs convictions comme des produits de consommation. La voiture reste ici un moyen de sortir du rang. Les Chicanos, les Américains d'origine mexicaine, apprécient tout particulièrement les lowriders, des véhicules aux amortisseurs trafiqués, animés de curieux soubresauts.
Les Texans sont obsédés par l'immigration clandestine. La frontière mexicaine est surveillée de près et le dirigeable offre un poste d'observation idéal. Certains ont même imaginé de dresser un grillage tout au long des 2000 km de frontière. Les États-Unis sont ici en contact direct avec un pays beaucoup plus pauvre. C'est le seul grand pays développé qui soit dans cette situation. En 1993, un accord de libre-échange signé entre le Mexique, les États-Unis et le Canada devait favoriser les investissements américains pour fixer les travailleurs mexicains chez eux et les empêcher de partir à la recherche d'un avenir improbable. Le parc national Big Bend se niche au creux d'une boucle de la frontière mexicaine. Selon les Indiens, le grand esprit a jeté là tous les rochers qui restaient après la création de la terre. Pour leur peinture, les Indiens utilisaient un minerai rouge, le cinabre. En poudre, le cinabre s'appelle vermillon et lorsqu'il est chauffé, il produit le mercure. Pendant une quarantaine d'années, on exploita ici le sulfure de mercure dans un des plus importants gisements au monde. La veine épuisée à la veille de la Seconde Guerre mondiale ne laissera derrière elle que des villes fantômes. Le parc national Big Bend s'intègre au désert de Chihuahua, le plus vaste désert d'Amérique du Nord, connu pour l'extraordinaire variété de ses cactus. On y dénombre jusqu'à 250 espèces différentes. Malgré la chaleur infernale qui y règne en été, le Chihuahua est le plus humide des déserts nord-américains. Les variations d'altitude entretiennent en effet plusieurs microclimats où la vie s'accroche. La vie animale s'est adaptée à ces conditions extrêmes. Ainsi, certaines espèces se dispensent de boire et se contentent de la rosée, de l'humidité du sol ou de l'air qu'elles condensent dans leur cavité nasale. Le Big Bend National Park doit son appellation à un coude du Rio Grande, la frontière naturelle entre le Texas et le Mexique. Cette rivière que le cinéma a rendue légendaire irrigue une région où l'eau manque cruellement. Sur la rive mexicaine, on l'a baptisé Rio Bravo. Le cours d'eau tumultueux qui est apprécié des rafteurs est redouté par les immigrants clandestins. Le Rio Grande forme le dernier obstacle que ceux-ci franchissent à la nage, ce qui leur a valu le surnom de wetback, littéralement d'eau mouillée. À part une ligne brisée au sud, le Nouveau-Mexique forme un carré parfait de 650 km de côté. Un pays enchanteur malgré la rigueur de ses contours. Le Nouveau-Mexique doit son territoire géométrique à une décision du Congrès américain. Au milieu du 19e siècle, on le sépara de l'Arizona, son voisin, en quelques traits rectilignes. Voilà comment on refait le monde sur le coin d'une table. Voilà comment on reconnaît un Américain d'un Mexicain ou d'un Indien. Non pas selon la couleur de sa peau, mais selon le côté de la route où il se trouve. Quand les cultures se jouent des frontières, cela donne quelque chose qui ressemble à Santa Fe, la capitale de l'État. On croirait un décor de cinéma. Pourtant, il s'agit bien d'une ville américaine, et les Indiens y ont vraiment existé. Baptisés Pueblos au XVIe siècle par les Espagnols, ils vivaient sédentaires dans des villages uniques en leur genre, dont le style architectural est toujours bien vivace.
Les maisons pueblos typiques sont bâties en adobe, c'est-à-dire avec un mélange de boue et de paille. Mais aujourd'hui, on les construit avec des matériaux plus modernes, avec l'aide du gouvernement fédéral. Mais les maisons authentiques sont bien faites en adobe. Grâce à sa position très ancienne au carrefour de pistes transaméricaines et grâce à la présence d'Indiens plutôt pacifiques, Santa Fe s'est développée sans se couper de ses racines. Même les bâtiments officiels, ici le Capitole, s'inspirent du modèle indien. À l'origine du nom de la ville, la foi catholique a été diffusée par des missionnaires franciscains. Elle reste très répandue au sein d'une population en grande majorité hispanique. Les Indiens pueblos entretiennent une relation très profonde avec la terre, dont on fait les maisons ou des poteries. Elle permet parfois à leur divinité de prendre l'apparence humaine. Les ressources de l'élevage et celles du sous-sol enrichissent encore leur créativité artistique. Par la magie de sa lumière et le charme de ses maisons basses, la ville de Taos semble flotter dans l'air pur. Peu de visiteurs résistent à la séduction de celle qu'on surnomme l'âme du Sud-Ouest. La quiétude des lieux n'a plus été troublée depuis la mort du célèbre Kit Carson, qui passa ici les dernières années d'une vie agitée, consacrée à une sanglante chasse aux Indiens. Au sud-ouest de Santa Fe, Albuquerque constitue l'exception au cœur du Nouveau-Mexique. Dans un état désertique où vivent à peine 5 habitants par kilomètre carré, la ville rassemble en effet le tiers de la population. Albuquerque a toujours été un endroit fréquenté par les Espagnols ou les Américains. Les Espagnols y ont fait passer le Camino Real, le chemin royal, qui reliait Mexico à Santa Fe, alors que les Américains suivaient les pistes fréquentées par les trappeurs pour tracer la célèbre route 66 qui relie Chicago à Los Angeles. La présence d'êtres vivants dans la région ne date pas d'hier. Bien avant les colons espagnols et les pionniers américains, les Indiens pueblos étaient implantés ici. Leur artisanat traditionnel survit, notamment grâce au travail de la turquoise. Aujourd'hui, Albuquerque est l'une des 20 villes américaines dont la croissance est la plus rapide et son université est devenue très réputée. À 15 km de la ville, un authentique monument national surgit du chaos. Dans l'amoncellement de roches volcaniques apparaissent d'innombrables pétroglyphes, des dessins sur pierre. Les sujets figuratifs remontent au XIIIe siècle et sont attribués aux Indiens pueblos. Les figures abstraites sont beaucoup plus anciennes. Leurs auteurs sont les ancêtres des pueblos, les Anasazi.
Dans l'ombre de la préhistoire américaine et dans un environnement austère, les Anasazi ont donné naissance à une civilisation qui allait marquer le sud-ouest des États-Unis pour plusieurs siècles. Le Chaco Canyon porte l'empreinte de leur génie taillé dans une roche implacable. Sans roues et sans bêtes de somme, ils ont hissé des villages entiers à flanc de montagne. Jusqu'à 6000 personnes ont vécu ici au 8e siècle après Jésus-Christ, à l'abri de murs si finement jointoyés qu'ils défient encore la pesanteur. « 70 villages satellites gravitaient autour de Chaco Canyon dans un rayon de 150 km, reliés entre eux par un réseau routier très développé. Les Anasazi désertèrent le Chaco Canyon au XIIe siècle, vraisemblablement à la suite d'une longue sécheresse qui eut raison d'un système d'irrigation pourtant très sophistiqué. Ils se rapprochèrent alors du Rio Grande et multiplièrent les kivas, des chambres sacrées circulaires dans lesquelles les prêtres se réunissaient, principalement pour attirer la pluie et favoriser les récoltes. Les Anasazi privilégièrent alors un habitat plus simple, composé d'argile et de paille, les premiers pueblos. Ils se contentèrent même de maisons troglodytiques. La petite taille des Indiens, 1,55 m en moyenne, leur permettait de se faufiler dans des trous minuscules. Les Anasazi ont disparu, sans laisser d'autres traces que celles de leur village. Leur technique de l'adobe sera récupérée par les colonisateurs. Adobe est d'ailleurs un mot espagnol. Les blocs d'argile et de paille sont séchés au soleil et maintenus ensemble par un enduit de boue. Avec ces maisons agglutinées, le modèle du pueblo s'étendra à tous les hauts plateaux du sud-ouest, respectant un procédé de fabrication ancestral. Dans certaines régions, le Nouveau-Mexique est nettement moins aride qu'on ne l'imagine. Quelques coins du nord semblent d'ailleurs plus proches du Canada que du Sahara. Dans tout le sud-ouest américain, la forêt originelle a beaucoup souffert de l'exploitation minière. Des millions d'arbres ont en effet disparu dans les mines pour étançonner les galeries ou alimenter les machines à vapeur. Ce Las Vegas n'a rien à voir avec celui du Nevada. Le désert est loin et le tournesol fleurit partout. Cette fleur est le symbole du soleil, en fonction duquel ont toujours vécu les Indiens. Ceux qui vivaient dans le pueblo de Pecos ont été évangélisés au XVIIe siècle et la mission portait le nom de Notre-Dame des Anges, un siècle avant celle qui donnera son nom à Los Angeles. Malgré les millénaires de présence indienne et l'anglais usuel, les toponymes hispaniques pullulent dans tout le sud-ouest. Celui de Madrid n'est pas le moins savoureux puisqu'il désigne aujourd'hui un patelin de 200 âmes qui ne soutient pas longtemps la comparaison avec la fière capitale espagnole. Jadis, Madrid vivait de sa mine de charbon, mais la fin du gisement en fit une ville fantôme. Aujourd'hui, la localité revit et les fantômes font grise mine.
Les pionniers ont poussé les limites du territoire américain jusqu'ici. Dans leur course effrénée vers l'ultime frontière, ils ont chassé les Indiens devant eux. Les Indiens qui subsistaient n'ont pas dépassé le Nouveau-Mexique. Leurs territoires de chasse sont devenus des dortoirs. Les cavalcades endiablées ne font plus de bruit que dans leur tête et leurs danses sont devenues très mécaniques. La terre nourricière, celle qu'on évitait de labourer pour ne pas la blesser, la terre des ancêtres a durci. Pour les Indiens du Nouveau-Mexique, la course est terminée. À l'aube du 3e millénaire, la moitié d'entre eux vivent encore sous le seuil de pauvreté. Pour se faire respecter au Nouveau-Mexique, il fallait être Billy the Kid. Mais le hors-la-loi n'y a pas fait de vieux os. Il est mort à 22 ans. Dans la vallée des Feux, une très récente éruption volcanique, il y a 2000 ans à peine, a tétanisé les Indiens qui vivaient déjà dans les parages. Les Indiens vouaient au volcan un culte craintif, car pour eux, les coulées de lave matérialisent le passage entre le fluide et le solide, entre le visible et l'invisible. Les Indiens jetaient vers le ciel des bras reconnaissants lorsque les nuages menaçaient. Alamogordo dresse des bras menaçants. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée américaine y a installé un terrain d'aviation qui allait devenir l'une des bases stratégiques de l'US Air Force, protégée par un désert impénétrable et couverte d'un ciel toujours limpide. L'absence d'habitants sur des kilomètres à la ronde a facilité la transformation de la simple piste d'atterrissage initiale en un centre d'essai spécialisé notamment dans les tirs de missiles. Au début de la Deuxième Guerre, les physiciens et les ingénieurs réunis ici par le président Roosevelt devaient aboutir à la réalisation de la première bombe atomique, malgré les mises en garde d'Albert Einstein. Elle fut testée à Los Alamos en juillet 1945 et larguée sur Hiroshima un mois plus tard. Aussi discrète que de gros champignons dans un pré, une trentaine d'antennes paraboliques scrutent le ciel en permanence. Leur association compose un énorme radiotélescope, Very Large Array. Pour explorer l'espace, les physiciens utilisent ici des ondes radio hautement sensibles qui ne sont entravées ni par le rayonnement solaire, ni par les nuages. Bien qu'elles pèsent chacune plus de 200 tonnes, les antennes sont mobiles et orientables. Pour l'homme blanc, le désert est vide par définition. Pour les Indiens, au contraire, il déborde de vie. Les déserts américains ont encore beaucoup à nous apprendre et ils n'ont pas fini de nous surprendre. Toutes les espèces de cactus sont originaires du Nouveau Monde. Leurs racines s'enfoncent dans la terre de quelques centimètres, mais elles peuvent s'étendre jusqu'à 30 mètres pour capter l'humidité matinale. La vie animale réserve aussi bien des surprises. Dans le sud-est de l'État, une foule se réunit à l'entrée des Carlsbad Caverns pour assister à un spectacle fascinant, l'envol de milliers de chauves-souris. Ces petits insectivores, inoffensifs, prennent leur quartier d'été dans des grottes d'une beauté époustouflante, qui s'inscrivent sans hésitation au répertoire des merveilles naturelles américaines.
Parce qu'elles ont provoqué la ruée des hommes dans tout le sud-ouest américain, les richesses minérales du désert figurent parmi les plus connues. Pétrole et uranium, plomb et argent ont fait trépigner des milliers de chercheurs. Lorsque ces richesses ne valaient pas leur pesant d'or, elles sont restées intactes. C'est le cas du sable de gypse, à White Sands, dont les dunes immaculées habillent le paysage d'une blancheur irréelle. Here, right outside the park, in the basin, there are approximately 240 species of plants that live out in this desert. Very comfortable. Les Américains se sont arrêtés à cette limite. Ils n'iront pas plus loin. Le Texas et le Nouveau-Mexique marquent l'extrémité des États-Unis vers le sud. Pourtant, l'espace est encore vaste, celui qu'on imagine au-delà de l'horizon et celui qu'on explore à Houston. C'est ici que l'on touche le ciel du bout des doigts. C'est ici que le besoin de découvrir est le plus fort.